C'est parti. Alors bonsoir, à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette, nouvelle rencontre, du Ménopause Club. Ce soir, nous allons parler du b.a.-ba pour un suivi médical, optimal, dès 45 ans et pour ça, je suis en compagnie, de Pierre-François Secaldi, gynécologue, obstétricien à l'hôpital Beaujon que je vous présenterai, par la suite. Avant de commencer, je vais en profiter pour vous glisser quelques mots sur le Ménopause Club. Donc le Ménopause Club, c'est un club qui rassemble les femmes et les professionnels de la santé autour de la ménopause, qui est né, en 2023 d'un partenariat entre, la plateforme Barnabé.io et l'hôpital Foch, dans le cadre d'un projet qui est financé par, l'Agence régionale de santé, d'Île-de-France. Donc au Ménopause Club, on a 3 missions, celle d'informer aussi bien les femmes que les professionnels de la santé sur la ménopause, ses symptômes et puis ses traitements, hormonaux comme non hormonaux. De vous accompagner, de vous aider, en tant que femme à préparer et à traverser cette phase de vie que toutes les femmes traversent de façon, à sa façon, mais en tout cas que toutes les femmes, traversent et puis, de vous faciliter aussi l'orientation, et la prise en charge dans un parcours de santé qui soit, adapté, à vos besoins. Donc notre parcours d'accompagnement, il est gratuit, il prend la forme pour le moment de plusieurs événements qu'on vous propose, de façon régulière pour pouvoir, poser vos questions, sur des sujets, sur des thématiques, spécifiques à des professionnels de la santé qui sont experts de la ménopause. On vous propose également des articles pour vous informer, une newsletter pour, ne rien louper et puis bientôt d'autres formes d'accompagnement, notamment on vous en parlera un petit peu plus à la fin de cette rencontre, parce que nous sommes sur le point de lancer une nouvelle, un nouvel outil, à votre disposition. J'en profite aussi pour vous rappeler, les premiers événements qui ont déjà eu lieu l'année passée et qui sont disponibles, en replay, accessibles, à toutes. On avait reçu, du coup, le professeur Pierre-François Secaldi, mais aussi la docteure, Lydia Marié-Semama pour une première rencontre sur les traitements hormonaux de la ménopause. On avait décortiqué le vrai du faux, on avait répondu à toutes vos questions, puisque l'originalité de nos rencontres, c'est vraiment de capter vos questions, dès l'inscription, comme vous l'avez pu le constater, et ensuite d'en faire le fil rouge de chaque rencontre. Donc on vous invite vivement à aller re-regarder cette rencontre si vous ne l'avez pas déjà visionnée, parce qu'on répond déjà beaucoup à des questions que vous avez pu aussi nous poser, notamment en vous inscrivant à l'événement de ce soir. On avait également reçu le docteur Salama, qui est gynécologue et sexologue. On avait parlé de sexualité et de comment réconcilier ménopause et libido ensemble. Et enfin, on avait reçu aussi la nutritionniste, Géraldine Galland, pour parler d'alimentation et pour, voir ensemble comment, l'alimentation peut aider à prévenir la prise de poids, mais aussi à prévenir les risques, sur la santé, notamment en termes de maladies chroniques. Voilà, donc ça j'en viens du coup à notre invité du jour, Pierre-François, professeur Pierre-François Secaldi. Merci d'être, avec nous ce soir. Alors Bonsoir donc Manon, c'est toujours un plaisir. merci. Alors donc, tu es, professeur en gynécologie, obstétrique et porteur du projet, Ménopause Club, à nos côtés, aux côtés de la plateforme, Barnabé et de l'hôpital Foch. Tu exerces à l'hôpital Beaujon, et puis tu es chroniqueur aussi dans l'émission santé, grand public de l'université Paris-Cité, donc PUMS pour une meilleure santé depuis 2018. Au quotidien, tu es engagé pour plus de prévention pour le bien vieillir auprès des femmes qui entrent en transition, ménopause. Alors avant de commencer, je réponds juste à la question de Laetitia, qui demande comment accéder aux vidéos et en replay. Tout se passe sur le site menopauseclub.fr. Vous avez accès aux vidéos, aux replays, aux inscriptions de nos prochains événements. J'en parlerai, aussi tout à l'heure, et à nos articles. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va étudier ensemble sur le b.a.-ba du suivi médical des femmes à partir de 45 ans et au moment de la ménopause et de la périménopause. On a reçu beaucoup de questions autour de ce sujet de votre part à l'inscription de cette rencontre. Quel bilan effectuer, à quel moment, à quelle fréquence, auprès de quels professionnels de santé, comment gérer les symptômes de la ménopause dans tout ça, quels sont les risques pour la santé à cette période de la vie et puis comment prévenir aussi les maladies chroniques quand on avance dans l'âge. Donc on va revenir sur l'ensemble de ces questions
pendant la rencontre. Mais finalement, la première question, que vous vous êtes posée, et qu'on va poser peut-être, à Pierre-François pour commencer, c'est, pourquoi finalement la santé des femmes nécessite une attention particulière à partir de 45 ans, voire même à partir de 40 ans? C'était une question, que plusieurs d'entre vous, se sont posées. La parole pour commencer, Pierre-François. Oui, bah, merci. Non. Beaucoup de questions en effet en consultation et puis en échange de forums et puis de discussions à l'échelle des villes puisqu'on anime aussi des rencontres encore plus locales au niveau de villes comme Saint-Ouen, Clichy ou Suresnes. Aujourd'hui, 40-45 ans, euh, les enfants ont grandi et tout ça. Et moi, j'ai beaucoup de questions des femmes sur bah, qu'est-ce que je dois faire maintenant. Pourquoi bah, d'abord parce que mea culpa, il faut déjà commencer que nous, soignants, on a part par rapport à d'autres pays sur, en effet, ces changements physiologiques au niveau entre autres, de la ménopause, hein, qui est, je vous rappelle, en France, 51 ans, voilà, là-dessus. Mais on le voit, hein, on le voit. Voilà, j'ai des douleurs pelviennes, j'ai des premiers signes, un peu de bouffée de chaleur, un peu de choses comme ça, parce que les ovaires ne s'arrêtent pas avec un interrupteur tout de suite, mais progressivement. Et en effet, on a autour de nous des femmes qui disent, bah voilà, moi, ça a un petit moment, 3, 4, 5 ans, que les choses s'installent et c'est pas forcément agréable. Et comment résoudre on n'est pas tout à fait dans la ménopause, puisque juste la définition de la ménopause, c'est une absence de règles pendant un an, qu'il n'y a pas besoin de prise de sang en tant que telle pour dire je suis ménopausé, mais c'est surtout une constatation clinique. Et d'autant plus que un petit peu, ben, il n'y a probablement pas une, mais des ménopauses avec un vécu de plus en plus. Hein, la médecine, comme tu le sais, va sur une médecine personnalisée. Et au lieu de faire des grandes études avec des milliers de femmes en disant Madame, c'est comme ça, à telle heure, tel jour, ça va être comme ça, ben non, non, il y a un gros travail à faire de personnalisation qui passe, on est en train de faire à ce moment, des questions qu'on va énumérer, rassembler et pour le restituer au mieux des interrogations des femmes sur cet âge-là. Alors sur les Effectivement, questions, tu avais donc pourquoi la... ouais. Ouais, Effectivement, je on t'en prie, avait vas-y, aussi vas-y. on a vu dans les questions qu'on a reçues, des participants de ce soir, il y avait une question qui revenait aussi souvent, c'était: «Est-ce que c'est normal d'avoir des symptômes aussi différents d'une femme à une autre, en fait? Est-ce que ça doit nous alerter? Est-ce que c'est des signaux qui vont, qui sont normaux, quoi?» Alors, nous alerter, oui et non. Tout est une question, il n'y a pas un âge butoir, hein, parce que si, en fait, on parle de ménopause précoce, 40 ans. Là, il se passe quelque chose, il n'est pas tout à fait normal que, en effet, on rentre dans un schéma de ménopause avant 40 ans. Mais à partir de 45-50 ans, eh bien, on a, suivant les origines de chacune, suivant notre mode de vie aussi, probablement, suivant notre vécu, éventuellement nos maladies chroniques, on en parlera peut-être tout à l'heure, eh bien oui, cette la fonction ovarienne, qui est à la fois l'arrêt de l'ovulation, mais aussi l'arrêt donc, des estrogènes, progestérone, la ménopause, pourquoi elle se manifeste comme ça? Parce que c'est l'un des hormones synthétisées par les ovaires qui viennent à diminuer dans le sang et donc à créer cette carence, cette absence. Et donc ça se voit bah, sur l'entièreté au niveau du corps. On peut aller de véritablement de haut en bas. On les énumérera aussi un petit peu tout à l'heure, hein, mais sur voilà, les troubles psychologiques et jusqu'aux aux signes cutanés, voilà, tout à fait. Donc tout ça est vécu différemment, beaucoup de symptômes et donc de changements physiologiques et hormonaux qui s'installent assez rapidement, mais tout à fait en droit de se poser la question, bah, quand est-ce que ça va s'arrêter ou quand est-ce que ça va complètement s'installer? Et en effet, la réponse déjà, c'est qu'il y a des ménopauses et donc c'est important de prendre en considération la globalité pour chaque femme de ces symptômes. Et alors, est-ce qu'on peut dire naïvement que la santé des femmes, du coup, elle nécessite une attention particulière à cet âge-là parce qu'on entre en périménopause, en ménopause? Ou il y a d'autres éléments qui font qu'à cet âge, il faut être plus vigilant et avoir un suivi, médical, spécifique?
Alors, tu as tout à fait raison, Manon, parce qu'on est sur une transition. C'est pas la fin de quelque chose, c'est le début d'autre chose. L'espérance de vie étant centenaire aujourd'hui, on n'en est qu'à la moitié. Donc, ce n'est pas la ménopause. C'est récent comme concept en santé parce que l'âge médian de vie 50-51 ans, c'est à partir des années 20-30 en France. Donc, c'est quelque chose où on s'y préoccupe maintenant. Vraiment parce qu'on a une espérance de vie aujourd'hui qui s'approche des 100 ans et donc ce n'est que le milieu de la vie, 45-50 ans. Et donc l'idée, c'est de faire un petit checkpoint, un petit voilà, comment s'est passée cette première partie de vie, et puis de consolider ou de dépister certaines choses. On le verra tout à l'heure. Il y a des moments où il faut ne pas oublier de dépister. Alors, en spécialiste de santé de la femme, j'irai sur, bien sûr, les maladies du sein et éventuellement au niveau du col de l'utérus, qu'il ne faut pas oublier. Mais aussi un ensemble de choses à côté, parce que ces hormones, comme je disais tout à l'heure, les œstrogènes en particulier, interagissent aussi sur la santé cardiovasculaire, hein, donc sur les vaisseaux sanguins, sur le cœur, et donc de dépister aussi, c'est le moment idéal pour dépister tous les risques cardiovasculaires, pour ne pas les citer entre autres. OK. Alors on y reviendra, tout à l'heure. Ce qui me permet du coup de passer à la partie d'après. On a thématisé un petit peu vos questions pour essayer d'y répondre, au mieux. Et évidemment, bah, le cœur de vos questions s'est porté sur ces questions-là, sur les examens finalement. Quels sont les examens essentiels, pour avoir un suivi médical, optimal? On parle de mammographie, de frottis, de densité osseuse. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, et faire un point, là-dessus, Oui, Pierre-François? bien sûr. Alors, les deux premières choses, comme je disais tout à l'heure, transition. Et transition, bah, c'est surtout le vécu de chacune, les antécédents. Tu cites la mammographie. Je crois qu'il y a, juste après, il y a peut-être une diapo si tu veux passer dessus. Voilà, sur la. Non, ça c'est au niveau, oui, voilà, au niveau mammographie. Mmh. Euh, Au niveau cancer, vous le savez, c'est dans la presse en ce moment. On a de plus en plus on ne sait pas pourquoi, est-ce que c'est la pollution, le mode de vie, le stress, mais on a l'impression d'avoir de plus en plus de tumeurs du sein chez des femmes de plus en plus jeunes et 45 ans. Et donc, s'il y a des antécédents familiaux, premier degré, c'est-à-dire une maman, une grand-mère, une sœur aînée, maternelles qui ont ces antécédents dans la famille, il ne faut pas hésiter à en parler, puisque les recommandations, c'est de faire une première mammographie de dépistage. Alors certes, au niveau de la population nationale française, c'est à partir de 50 ans, mais encore une fois, comme je vous le disais, aujourd'hui, on est à l'heure de la médecine personnalisée, et une femme qui a dans la famille une grand-mère ou une maman qui a eu malheureusement un cancer du sein, une tumeur du sein à 50 ans, eh bien, il est recommandé de faire une mammographie à partir de 45 ans. 5 ans, en médecine, on dit 5 ans avant le cas index. Donc voilà, ne pas hésiter à en parler. Et 45 ans, ben, oui, on peut avancer la mammographie dans ces situations-là. Là, vous avez le graphique hein, qui n'a pas beaucoup bougé depuis 2018, où vous voyez en effet l'incidence et le nombre de nouveaux cas. Et puis, malheureusement, quand il y a les complications, et même si maintenant on arrive à stabiliser, voire à guérir de la maladie, prise en charge tôt, aujourd'hui, un cancer du sein, on en guérit. Quand on est sur des petites tumeurs, quand on est sur des prises en charge précoces, on peut s'en débarrasser. Il faut simplement voilà, s'assurer du suivi. Et vous voyez ces courbes, hein, donc de nouveaux cas dans la population. Vous avez une ascendance 34 ans qui commence à apparaître, 40, 44. Le 45, bah, vous le voyez, on est sur la première bosse un peu du chameau avant d'entamer 50 ans où on a une nouvelle ascension. Donc, en effet, autopalpation, les premières choses, c'est pas forcément sur la sage-femme, le gynécologue, le médecin généraliste, mais aussi soi-même, l'autopalpation, l'interrogation sur bah tiens, j'ai quelque chose là que je n'avais pas constaté ces derniers temps, hop, je consulte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les consignes au niveau national, au niveau des soignants, encore une fois, sage-femme, médecin généraliste, gynécomètre, gynécops, c'est vraiment de vous prescrire facilement cette mammographie de dépistage. Avec les nouveaux outils aujourd'hui, on dépiste les choses de plus en plus rapidement, donc n'hésitez pas. Le deuxième élément, c'est au niveau human papillomavirus, peut-être un petit
on parlait de la transition, l'HPV, on en a beaucoup entendu parler parce que maintenant il y a un vaccin qui existe. Pourquoi c'est important? Parce que Human Papillomavirus, c'est le seul virus dans l'espèce humaine qui peut être responsable de tumeurs qui plus tard, 5-10 ans plus tard, peuvent malheureusement transformer en cancer du col. Et aujourd'hui, donc, on a les possibilités chez les jeunes filles, mais aussi les jeunes garçons qu'on vaccine aujourd'hui, propose en tout cas de vacciner pour éviter ce que vous avez là comme courbe, c'est-à-dire les nombres nouveaux cas, c'est la courbe en gris. La courbe verte, bleu-verte, c'est malheureusement la mortalité, les complications. Et comme vous voyez, les infections à papillomavirus, la majorité, hommes comme femmes, ils sont exposés au moment de la vie sexuelle, hein, la vie intime. Et donc, c'est vraiment des rapports, donc d'où ce pic entre, on va dire, 20, 25, 35 ans. Et vous voyez, le temps qu'il y ait des lésions qui apparaissent, hein, donc que ce HPV, alors c'est une grande famille, ils sont plusieurs dizaines. Et donc, il y en a 4-5, comme dans toute famille, qui sont un peu plus méchants, donc le 16, le 18. Et donc, c'est ceux-là pour lesquels on peut proposer un vaccin quand on est et c'est autant l'année qui suit les premiers rapports. Et ce sont ceux-là qui peuvent malheureusement, alors autoriser des lésions au niveau du col, qui, si elles ne sont pas prises en charge suffisamment à temps, peuvent malheureusement dégénérer en cancer du col. Et donc, vous voyez, 45, eh bien, c'est la face plateau, hein, donc une ascension 40-45 ans. C'est la courbe grise, incidence dans de nouveaux cas. Et donc, voilà, donc, ce n'est pas parce qu'on arrive à cet âge de 45 ans qu'il ne faut pas poursuivre son dépistage et sa prévention. Et du coup, par rapport, au dépistage et à la prévention du col utérin, des cancers, de l'utérus, est-ce que le frottis est recommandé jusqu'à quel âge? À quelle fréquence? Et s'il y a d'autres examens, Oui, pour le détecter? oui, alors aujourd'hui, on pourra faire à l'occasion de l'actualité frottis, si vous le souhaitez, et tout ça, dans ce cadre-ci. Mais aujourd'hui, on a des nouvelles techniques. Le frottis, en fait, ça consiste en quoi? C'est un examen assez simple, hein, qui se fait en consultation. C'est de prélever des petites cellules au niveau du col qu'on va aller analyser. Aujourd'hui, les progrès font qu'on peut faire aussi dans ce liquide, hein, dans ces cellules qu'on va prélever, on peut aller voir directement s'il y a le patrimoine génétique des virus dont j'ai parlé, des HPV, et sur quel type d'HPV, le 16, le 18, le 32, enfin le 33, il y en a plus de 60. Et donc, en effet, d'aller voir s'il y a présence, et s'il y a présence, d'un virus un peu plus méchant que les autres. Et donc, aujourd'hui, une patiente pour laquelle le typage HPV revient négatif, elle est même tranquille pendant 5 ans. Alors qu'avant, à l'époque, on faisait que le frottis, c'est-à-dire que l'analyse architecturale, anatomique, comme on dit, hein, architecturale des cellules. Il fallait faire en effet son frottis tous les 2-3 ans. Alors, bon, je ne vais pas détailler ça ce soir, mais globalement, en effet, avec la conjugaison des deux, on oscille entre, suivant encore une fois les antécédents, hein, de patientes et la prise en charge, parce qu'après frottis, s'il y a quoi que ce soit, on peut faire une colposcopie. Donc cette fois-ci, on ne regarde plus les briques qui sont les cellules, mais le mur de cet ensemble de briques qui sont le col de l'utérus. Et donc, on peut aller biopsier directement au niveau du col avec sous une loupe, hein, sous un agrandissement. Donc, tout ceci, aujourd'hui, c'est assez bien codifié. Et voilà, il ne faut pas. Tout ça se fait en consultation. Et je pense que c'est important à 45 ans parce que on voit les courbes, hein, à vivre, hein, 90 ans. Et comme vous voyez, ces courbes-là, en tout cas pour l'incidence du col, ça persévère. Alors, tu me demandais jusqu'à quel âge? Jusqu'à 65, 70. D'accord, OK. OK, donc on a parlé de mammographie, de frottis. Est-ce qu'il y a d'autres, examens qui sont essentiels, dans le suivi médical des femmes à partir de 45 ans, voire de 40 ans? Alors après, oui, alors après, il y a le global, hein, c'est-à-dire, je ne sais pas si on va l'aborder juste après, mais il y a le cardiovasculaire qui est hyper important et le Mmh. métabolique. Euh, c'est deux choses sur lesquelles moi, je me rends compte parce qu'en tant que gynécops aussi, je vois des femmes à différents moments de leur vie. Et Donc gynécologue, obstétricien, là, ouais. par exemple, si je vois Mmh, une petite pa- pardon. oui, et donc en effet, dont on se rend compte là aujourd'hui, une dame qui, au cours de ses grossesses, par exemple, a fait de l'hypertension ou du diabète,
la grossesse, c'est un stress test important pour le corps de la femme. Ça dure que 9 mois, mais hormonal, beaucoup d'œstrogènes, beaucoup de progestérone pour la grossesse. Et ben, ces femmes-là sont plus à même, au moment de la ménopause, aux 45-50 ans, de faire à nouveau des épisodes d'hypertension artérielle, à nouveau des troubles du métabolique du sucre, hein, donc avec une réapparition du diabète ou un diabète de type 2, c'est-à-dire un diabète qui apparaît avec l'âge. Et donc, on a eu un warning pendant là où les grossesses et notre job aujourd'hui de plus en plus, c'est de prévenir les femmes que, bah oui, il faut refaire un point à 45-50 ans pour s'assurer que le bien vieillir, parce qu'en fait, le plus important, c'est le bien vieillir Exactement. On en en bonne reparlera santé. un tout Ah, petit peu après dans la prévention des maladies chroniques. Est-ce que par rapport à la densité osseuse aussi, tu peux nous en dire plus sur oui, les... alors dans les 5 ans qui suivent oui, tout à fait. Alors là encore, suivant les antécédents de chacune, si on a un contexte d'ostéoporose précoce dans la famille, alors l'ostéoporose, ça peut être bien sûr au niveau, ça peut être aussi du fait du régime alimentaire, la carence en vitamine D, mais aussi donc l'installation avec ce retrait hormonal qui sont fabriqués par les ovaires. Et donc, en effet, si on a ce terrain dans la famille de fractures faciles au niveau du poignet, du col du fémur, ce qu'on appelle le tassement vertébral, on a l'impression de perdre de la taille voilà, on se réduit un peu. On peut en effet aujourd'hui mesurer la densité de l'os, la dureté en fait de l'os, et il y a des mesures en effet avec ça de prévention. Hein, de plus en plus on parle de prévention. La prévention c'est quoi? C'est puisque la vitamine D, on la fabrique avec le soleil au niveau de la peau, hein, au niveau cutané, c'est tout simplement la vitamine D à l'arrivée de l'hiver ou à un cachet tous les jours. Et ça, les généralistes, ils sont très sensibilisés, les gynécos, les gynéco-abs aussi. Donc, ne pas hésiter à en parler. Et moi, je suis très militant parce que voilà, à l'approche de l'hiver, suivant aussi notre type cutané, les patientes d'origine Inde, Afrique, Antilles, Guyane, les peaux un peu plus foncées sont plus facilement, peuvent être plus facilement un peu carencées. Et donc, ne pas hésiter à demander son ampoule de vitamine D à l'approche de l'hiver pour pallier à cette carence. C'est Et bon à puis, le régime savoir. alimentaire derrière, voilà. La densité osseuse, c'est quoi? C'est en fait la densité du calcium, la fixation du calcium au niveau des os. Et donc, à côté, avec Ménopause Club, on est très sensible aussi aux mesures nutritionnelles. Hein, comme Manon l'a rappelé, on a eu une présentation tout à fait intéressante là-dessus. N'oublions pas l'apport calcique, l'apport laitier, en plus de l'exercice. Très important l'exercice physique parce que c'est l'exercice, la marche, hein, au moins 30 minutes par jour, ça facilite la fixation du calcium sur les os. Donc, continuons à avoir un petit exercice régulier, la marche à pied, voir si on peut un exercice, voilà, du sport assez régulièrement. Ça aide à entretenir tout le métabolique osseux. Ok, très bien. Donc du coup, si je résume un petit peu, tu parlais donc d'une mammographie à peu près tous les 2 ans, d'un frottis cervico-utérin, pareil, tous les 5 ans, et puis une Du typage, évaluation, voilà, entre 2 à 5 ans. ouais, entre 2 à 5 ans, une évaluation de la densité osseuse si des facteurs de risque d'ostéoporose. Euh, et finalement, pour tous ces examens, la question est revenue assez régulièrement, qui consulter en fait, entre le gynécologue, le médecin généraliste, la sage-femme, comment s'y prendre et à qui consulter. Est-ce que tu as des conseils Alors, oui, alors aujourd'hui, c'est assez. Alors, on a des questions un peu de toute la France, hein, mais c'est très dépendant en fait de ce qui, de la répartition médicale. Aujourd'hui, si une information peut être donnée par nos collègues, les prescripteurs d'examen le plus souvent restent quand même le médecin traitant et en deuxième ligne le gynéco de vie. Pourquoi? Parce que il va pouvoir interpréter les résultats, faire une synthèse avec la patiente et puis surtout lui proposer éventuellement s'il y a besoin d'un traitement ou de voir un collègue d'une autre spécialité, je pense entre autres ostéo-articulaire ou douleur articulaire, le rhumatologue a toute sa place
mais le rhumatologue, on n'y a accès que via son médecin traitant. Donc aujourd'hui, pour avoir un parcours, un parcours ménopause ou pré-ménopause, c'est vrai qu'aujourd'hui, le pivot reste quand même son médecin généraliste. Voilà. Après, ça, bien sûr, la collègue sage-femme peut tout à fait apporter un soutien et tout ça, mais sur certains examens, en vue de leur adaptation et en effet, il est plutôt recommandé, et puis parce qu'on va être suivi sur le long terme aussi, plutôt recommandé le médecin traitant. OK. Parce qu'il y avait aussi pas mal Et puis en cas de... ouais, pardon, excuse-moi. Je disais, il y avait Oui, beaucoup je t'en prie, vas-y, de vas-y, je t'en prie. personnes aussi qui nous disaient en s'inscrivant à la rencontre que finalement leur médecin généraliste ne faisait pas, enfin, n'allait pas spécialement prescrire de bilan ou d'examen pour suite à la ménopause, ou en tout cas pour préparer le bien vieillir, et que du coup elles ne savaient pas nécessairement vers qui se tourner. À ces personnes-là, on peut leur répondre de consulter plutôt un gynécologue dans ce cas. Oui, alors, il faut rappeler déjà que oui, c'est une évolution physiologique, la ménopause, et certains collègues, alors comme je disais tout à l'heure en introduction, mea culpa, parce que on a pris du retard, parce que depuis certaines études, on a sous-estimé. Moi, je pratiquais beaucoup de traitements hormonaux jusqu'au début des années 2000, et puis il y a eu pas mal d'études qui ont fait qu'on a freiné sur l'impact hormonal pour tout un tas de raisons, dont on parlait lors du précédent webinaire sur le traitement de la ménopause, et on y revient. Mais aujourd'hui, en effet, les collègues médecins généralistes, d'une part parce que ça n'est plus trop enseigné, ça n'était plus jusqu'à présent trop enseigné, et donc au niveau mise à jour, santé, je veux dire formation continue, on n'était plus tout à fait à l'aise là-dessus, et donc avec une peur, faut être honnête, la peur du cardiovasculaire, hein, l'hypertension, ou d'apparaître un cancer du sein, un risque de cancer du sein. Et donc aujourd'hui, en effet, aujourd'hui sur les examens et sur les traitements, on était assez refroidi. OK. Voilà. Mais en tout cas, s'il y a en cas de refus, ne pas hésiter à consulter en effet là aujourd'hui un autre collègue si on se trouve en effet tout à fait. En effet au nord de Paris, on se retrouve avec des collègues gênés pour prescrire, pas à l'aise en fait sur la ménopause, pas à D'accord. l'aise même des fois sur la santé des femmes tout simplement, et donc ne pas hésiter à en parler en deuxième avis à un gynécologue ou un gynéco-abs. OK, merci. Alors ça me permet de faire le lien avec la prochaine partie où on va aborder un petit peu plus la gestion des symptômes de la ménopause. Alors on va pas rentrer dans le détail de toutes les questions parce que c'est ce qu'on disait, précédemment avec Pierre-François. On a en partie répondu à beaucoup de questions sur les traitements hormonaux dans le premier webinaire qu'on a organisé, qu'on vous invite, vivement à reregarder, qui était, très riche et très très intéressant. Mais, voilà, si on peut quand même revenir, Pierre-François, sur les symptômes typiques de la périménopause et de la ménopause, et pour aider les femmes qui nous écoutent à les reconnaître. En tout cas, Oui, c'était une alors sur question. les symptômes, ouais, ce qu'il faut comprendre en effet, c'est que comme on disait en introduction, c'est qu'il y a un vécu qui est différent vraiment d'une femme à l'autre. Euh, Parce qu'il y a aussi pas mal de choses sur le vécu autour. Un sujet qui nous tient à cœur, et j'espère qu'on pourra aborder ça cette année, par exemple, c'est ménopause au travail. Et suivant les conditions de travail, le vécu va être très, très différent d'une femme à l'autre. Alors, symptômes typiques, les premiers symptômes dont on parle le plus facilement, c'est les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes. C'est celles qui viennent le plus gêner. Et puis, il y a les signes, des fois un peu en sous-marin, dont on n'a pas envie de trop parler, qui sont tous les retentissements sur le psychologique, qui des fois sont pas faciles à verbaliser là-dessus, et en effet, on pourra en parler des bénéfices. On en a déjà parlé une première fois sur le traitement hormonal, mais là-dessus, en effet, ça peut jouer. Alors après, cette carence, on va jusqu'à des carences après, mais une fois la ménopause installée, donc dans les 5 ans qui suivent la ménopause, on parle de syndrome génito-urinaire aussi de la ménopause, hein, tous ces signes de désimprégnation d'œstrogènes au niveau pelvien, au niveau vaginal, et donc des irritations, des gènes cutanés.
mais cutané d'ailleurs, on peut le retrouver sur le reste du corps. Donc ça, c'est les principaux symptômes. Beaucoup de choses aussi que je vois là, de grosses demandes, c'est sur l'ostéo-articulaire, les douleurs à type douleur articulaire, poignet, épaule. Alors ça peut être majoré aussi suivant je parlais tout à l'heure des conditions de travail. Les collaboratrices qui font beaucoup de clavier auront peut-être un peu plus de canal carpien, hein, c'est ces douleurs au niveau des doigts de la main et au niveau du poignet. Donc il y a vraiment des choses qui peuvent être exacerbées, dont auxquelles on ne faisait pas attention avant. Et avec l'arrivée de la ménopause, eh ben, ça se majorer. L'ostéo-articulaire, grosse demande, et surtout sur le lieu de travail pour adapter le poste. Quand et pourquoi hormonal est-il recommandé? Bah, je vous dirais aujourd'hui, c'est suivant les symptômes. La grande prescription de traitement hormonal aujourd'hui, et pour ça on a besoin de score, parce que ce qu'il faut aussi dire ce soir, c'est que ce qui est difficile pour apprécier le traitement hormonal, c'est deux choses. C'est est-ce que ça va vraiment bénéficier à la patiente, et est-ce qu'il y a des risques de le prendre ou pas. Donc, c'est ça que doit faire votre soignant, votre praticien votre médecin que vous allez voir, c'est ce qu'on appelle en médecine la balance bénéfice-risque. Aujourd'hui, les recommandations, c'est du traitement de la ménopause, de sortir là récemment, c'est pour 5 ans, la dose minimum efficace, mais surtout de l'instaurer le plus, euh, pas rapidement, mais en tout cas, quand on a un ensemble de choses qui font dire, là, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit surveiller? On en parlait tout à l'heure, le sein, tout ce qui est hormonal dépendant, hein, donc la glande mammaire, qui sont vraiment les choses qu'on doit surveiller avec la mammographie. De toute façon, on fera un bilan avant de mettre sous traitement hormonal de la ménopause. Les grandes contre-indications, c'est le cancer du sein personnel et tout ce qui est cardiovasculaire. Une femme hypertendue, malheureusement, on ne pourra pas lui mettre sur une hypertension pas bien stagée, c'est-à-dire bien stabilisée, tout ça, on ne peut pas lui mettre de traitement hormonal de la ménopause. Mais heureusement, il y a des alternatives non hormonales. Alors, faut-il prendre un THM en prévention, même si peu symptomatique? Effectivement, Alors, c'est une question qui est revenue pas mal de fois. Ouais. ouais, tout à fait. Là, on a eu plus d'une centaine de questions, donc ça a bien. Et donc, on essaie de synthétiser tout ça en peu de temps. Mais le traitement hormonal de la ménopause, c'est une fois que la ménopause est installée. Alors, ça fait un peu, on enfonce une porte ouverte, mais on reste quand même assez. Le top départ, c'est une absence de règles pendant un an. On fait par contre les petites astuces de certains gynécos. Alors attention, hein, on n'est pas dans une consultation, mais les petites astuces, c'est que il existe maintenant sur le marché certaines contraceptions œstroprogestatives qui ont des œstrogènes naturels, style Zoélie pour pas la citer, ou autre, où aujourd'hui on peut euh, pallier, en fait, on fait un croisement et puis on attend que la patiente soit vraiment au stade ménopause officiel, c'est-à-dire une absence de règles pendant un an, pour vraiment lui débuter dans ce cas-là le traitement hormonal de la ménopause. Ce n'est pas de vous surcharger en hormones, attention, hein, c'est vraiment de pallier la carence. Et comme je vous disais, pourquoi c'est personnalisé? Parce que pour chaque, c'est un peu différent. C'est un peu différent. Donc voilà, donc vraiment le pour et le contre. Et puis aussi l'autre chose qu'il faut dire, c'est que si le traitement ne convient pas, eh bien on peut l'arrêter. On peut l'arrêter. Voilà. Et c'est important de le dire. Il ne faut pas non plus aussi se forcer. C'est un traitement qui est là pour atténuer les symptômes et pour aider au quotidien. Mais l'idée, c'est pas de vous surcharger pour compliquer le quotidien. Alors, comment gérer des symptômes spécifiques comme la sécheresse vaginale, la baisse de libido ou les troubles du sommeil? Eh bien, on en a un peu parlé des fois d'avant aussi, donc je vous invite à voir les autres voies. Globalement, aujourd'hui, il y a à la fois le traitement hormonal, bien sûr, ça c'est vraiment le rare. On a les petits moyens, traitement des symptômes. Le traitement des symptômes sur la sécheresse vaginale, on ira plus sur une instauration d'un traitement œstrogène local par ovule qui peuvent aider aussi. Puis il y a aussi du fait de la sécheresse vaginale, des difficultés pendant les rapports. Et donc ça, on a aussi des lubrifiants à base d'eau gélifiée hein, qui sont sans excipients, sans colorant et qui peuvent aider. Sur la baisse de libido, alors
mesdames, je fais un petit peu aussi d'andrologie à côté, la baisse de libido, elle existe des deux côtés. Et les hommes, des fois, se cachent un petit peu en disant, voilà, ma femme a 50 ans et plus, mais il faut savoir aussi que chez l'homme, il y a aussi à côté des troubles de l'érection. Et donc, tout n'est pas, il faut voilà, on essaye de rendre le moins tabou possible les choses et de dire la baisse de libido, ça peut être des fois en fait le conjoint aussi. Alors pour la patiente, la baisse de libido, oui, le THM peut aider là-dessus. Et puis les thérapies comportementales, je ne sais plus si Manon, on en parlait ou pas là-dessus, mais le fait déjà d'en parler, alors à l'échelle de, bien sûr, du couple, voilà, sur la sphère privée, d'en parler, c'est bien. Et puis à côté, oui, on peut aider avec Samuel Salama, qui est gynéco-sexo, en parlait très très bien la dernière fois, en mai, où on a en effet aujourd'hui des possibilités des choses. Sur les troubles du sommeil, quelque chose d'hyper important aujourd'hui, parce qu'en effet, les troubles du sommeil, il y a trois causes. La première, c'est parce que les bouffées de chaleur qui apparaissent vont fragmenter le sommeil. La deuxième, c'est parce que on peut avoir aussi chez certaines patientes l'apparition d'autres troubles du sommeil sur d'autres choses. Je pense aux apnées du sommeil aussi à côté, au ronflement, au sommeil plus léger. Et donc, tout ça aussi, on a des solutions à proposer. Et alors, ça peut passer bien sûr par le THM, mais ça peut passer aussi à côté par ce qu'on appelle évaluer ces troubles du sommeil. Et on aura la chance cette année d'avoir une intervention là-dessus. Je ne sais pas si Manon en parlera à la fin, mais on va avoir en effet une collègue professionnelle, ce qu'on appelle un médecin du sommeil, puisqu'on a des services au niveau du sommeil maintenant en France, qui va venir vous parler de ça dans ces prochains mois, là, lors du premier semestre 2025. Donc, on aura quelqu'un pour vous répondre beaucoup plus précisément que ce soir. Mais oui, il existe des solutions. Le premier moyen des solutions, c'est savoir quel est le trouble du sommeil vous avez en priorité. Exact. Questions qui apparaissent au fur et à mesure, Oui, c'est super. Je ne sais pas si j'allais Manon, il y a j'allais peut-être te ouais, j'allais le te ventre gonflé. avant Alors, le peut-être ventre gonflé, le bas-ventre gonflé. Ouais. non, j'allais te dire avant d'aborder peut-être le ventre gonflé, pour repréciser que sur le THM, on avait des commentaires notamment qui disaient que dans certains pays, on n'attend pas nécessairement d'être ménopausé pour commencer le traitement hormonal de la ménopause et on parle aussi enfin, il y a aussi des traitements, enfin de testostérone qui sont donnés à certaines femmes dans d'autres pays. Peut-être juste, en quelques mots sans aller trop loin parce qu'on en a déjà aussi beaucoup parlé dans la première rencontre, mais pourquoi il y a des différences comme ça entre la France et l'Australie, par exemple, ou l'Angleterre. Très à la mode, en effet, c'est bien de le souligner. La testo, très à la mode, hein. Je vous rappelle qu'est-ce que c'est que la testostérone, ce sont masculine. Donc, très à la mode aussi pour l'endométriose. Sur la testostérone, ça a été testé par les collègues anglo-saxons. Et les Australiens aussi le testent beaucoup. Sur la ménopause, les syndromes pré-climatériques, hein, c'est-à-dire les premiers symptômes avant enfin, en préménopause, je veux dire. Euh, Il y a des patchs qui existent. Euh, on a un petit frein, nous, là-dessus, parce que là encore, c'est une affaire souvent de posologie. Et ce dont la crainte, en fait, quand on est en hormonologie, c'est de donner bon bénéfice, bien sûr. Et en effet, la testo va améliorer la libido, va sur le quotidien. Mais si on en donne trop, comme je vous disais tout à l'heure, hein, l'idée c'est de donner juste ce qu'il faut, mais pas trop. On peut jouer sur un peu les caractères sexuels secondaires. La testo, hormone masculine, va jouer sur la pilosité, va jouer aussi un peu plus peut-être sur le quotidien, un peu plus sur la enfin pas la nervosité, mais un peu plus masculin, quoi. Et donc l'idée c'est quand même de donner juste ce qu'il faut, mais pas trop. Et donc, mais c'est en effet, j'ai des patientes anglo-saxonnes qui me parlent assez facilement. Ça nous arrive de le reconduire, mais le problème qu'on a des fois, c'est la disponibilité du traitement au niveau local, au niveau français, et alors que c'est plus facilement disponible à l'étranger. Et donc, le fait de le prescrire, c'est compliqué de l'avoir en France, il faut dire ce qui est. Aujourd'hui, moi, j'ai des patientes, par exemple, pour l'endométriose, qui souhaitent en avoir.
peut aussi calmer là-dessus et en parallèle. Et donc, je me retrouve en fait un peu coincé pour le prescrire parce que je n'ai pas la bonne préparation, le bon médicament côté français. Alors, Laetitia nous demande d'ailleurs, la testostérone est aussi une hormone que les femmes produisent. Alors, beaucoup moins quand même que l'homme, je rassure, sinon on serait plus un peu au niveau capacitaire comme les Jeux Olympiques. Voilà, là-dessus. Donc, c'est une affaire, l'hormonologie, c'est vraiment une affaire de posologie, de concentration. Et par contre, là où Laetitia a tout à fait raison, sur le brouillard, en effet, ça joue pas mal. Alors, puis-je demander de la testo à mon gynéco en plus de mon traitement actuel? Ben, ça reste à voir. Ça reste à voir. Vraiment, c'est aujourd'hui, certains collègues le prescrivent facilement, mais je vous dis, la difficulté, c'est de l'obtenir côté français. Et donc, et on n'aime pas trop le prescrire et d'aller le chercher à l'étranger parce que au niveau des excipients, et encore une fois, de ne pas vous surdoser là-dessus. Petit rappel, attention, THS, testo, bien faire sa mammographie avant, bien sûr, parce que les organes hormonodépendants peuvent bien sûr. On devrait, mais malheureusement, on n'a pas forcément le choix du traitement, encore une fois, de possible au niveau français. La testo peut-elle Alors, dégonfler le bas-ventre gonflé? C'est une bonne question. On va plus sur un peu comme l'équivalent du syndrome prémenstruel, hein, avant les règles. Et donc, on va plus aujourd'hui sur un peu de progestérone et un peu d'uricide. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le ventre gonflé, c'est plus le côté rétention d'eau qui peut jouer, du fait aussi des hormones sur tout ce qui est le côté rétention d'eau. Maintenant, je ne sais OK. pas si tu avais vu d'autres Alors, choses que j'avais loupées peut-être. non, globalement, on a fait le tour. Et du coup, ce qui me permet aussi de passer à la partie suivante, mince, sur la prévention, des maladies chroniques. On avait commencé à en parler tout à l'heure, mais voilà, à l'âge de 45 ans, enfin, à partir de 45 ans et puis, au-delà, on va traverser la ménopause, la périménopause, mais il va y avoir aussi des changements, métaboliques, et puis, des risques, sur la santé, au niveau, cardiovasculaire, du diabète. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors comme je disais tout à l'heure en introduction, c'est que aujourd'hui on a un continuum, hein, probablement. Ah, on a un problème de qualité Ouais, on de a réseau. on a ta connexion Ce qui que je lag un petit disais, peu. ouais. Vas-y, on t'entend. Ouais, ce que je disais tout à l'heure, ce qui se passe avant sur un moment hautement hormonal qui sont les grossesses peut réapparaître au moment de périménopause et ménopause. Les deux gros événements, c'est le cardiovasculaire et le métabolique. Dans le métabolique, il y a le diabète, hein, donc le métabolisme du sucre, et aussi le métabolisme des lipides, hein, le cholestérol et tout ça. Donc aujourd'hui, je pense que la meilleure approche, c'est la conjugaison à la fois du médecin traitant, qui aura peut-être une meilleure compétence que nous, les gynécologues, sur le cholestérol et les triglycérides, et les traitements qu'on peut faire en ce moment, et le régime qui va bien au niveau alimentaire, et puis nous prendre en charge aussi avec le médecin traitant tout ce qui est aussi cardiovasculaire. Déjà, cardiovasculaire de base, il faut que la consultation chez le gynécologue, on ait une prise de tension artérielle. Ça fait partie du B.A.B.A. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse avoir un accès facile. Une tension, ça doit être aux alentours inférieur ou égal à 13,7. Et voilà. Est-ce que Donc ça, c'est les Pierre-François, premières choses. peut-être? Donc sur le cardiovasculaire, et ne pas hésiter Pardon? Ouais, excuse-moi, il y a un petit décalage. Je voulais dire, est-ce que peut-être en introduction, avant d'aller plus loin, tu peux nous rappeler, à toutes ce que sont, les risques cardiovasculaires concrètement? À quoi Oui, ça alors peut les risques cardiovasculaires, euh, alors le professeur Mounier en parle beaucoup, qui est cardiologue à Lille, hein, avec Cœur des femmes, hein. Je vous invite à regarder son travail remarquable qu'il est en train de faire sur tout ce qui est santé cardiaque, santé cardiovasculaire au niveau féminine. Aujourd'hui, la problématique qu'on a, c'est l'infarctus du myocarde, qui peut passer inaperçu chez la femme. C'est aussi les problèmes d'accidents vasculaires cérébraux,
Et tout ça, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Et donc, parce que déjà, alors pour nous, ça va contre-indiquer le traitement hormonal de la ménopause. Donc, on ira sur les traitements des symptômes et pas le traitement hormonal de fond. Et puis, pour le diabète, les conséquences, alors les deux sont un peu liés. Un diabète au long cours, trop de sucre dans le sang, ça peut favoriser aussi des problèmes cardiovasculaires, donc l'infarctus, l'accident vasculaire cérébral, des obturations des petits vaisseaux, des gros vaisseaux. Le diabète, un diabète mal équilibré depuis de nombreuses années, ça peut aussi gêner la teinte oculaire. Et donc, c'est des choses sur lesquelles il faut faire hyper attention. Donc, en effet, 45 ans, ça peut être un moment idéal où on fait une glycémie à jeun pour voir son taux de sucre dans le sang à jeun. C'est comme ça qu'on le dose, glycémie à jeun, avant le petit déjeuner, glycémie du matin. Et puis sur le cardiovasculaire, prise de tension régulièrement, soit chez son médecin traitant, soit si on a un petit tensiomètre à la maison pour le prendre. L'objectif, c'est qu'on soit nettement inférieur, en dessous de 14 de systole, première valeur, et 9 de diastole, la deuxième valeur, et puis idéalement inférieur à 13,7. D'accord, OK. Donc ça, c'est pour la prévention des risques cardiovasculaires et pour le diabète. Est-ce qu'il y a d'autres actions de prévention dont tu voudrais nous parler? Je pense notamment à l'ostéoporose. Oui, alors on en a parlé tout à l'heure, on a évoqué l'alimentation. L'alimentation aussi, 45-50 ans, c'est le bon moment pour peut-être rééquilibrer les choses. Moins d'aliments transformés, on le sait en ce moment, moins d'aliments sucre rapide, une certaine rythmicité dans la journée, d'éviter en effet de l'alimentation entre deux repas. Ça, mon collègue Boris Ancel en parle assez facilement, qui est médecin nutritionniste à Bichat là-dessus. C'est vraiment quelque chose où il ne faut pas hésiter à se faire aider. Je crois qu'il ne faut pas avoir de tabou là-dessus. On a des diététiciennes, on a des nutritionnistes qui sont aujourd'hui très à la page sur le sujet et sur lesquels ils sont hyper à l'aise pour aider à ce moment-là. L'idée, parce que oui, non seulement quand on parle de la ménopause, on a l'impression que tout y est lié, mais il y a aussi, il ne faut pas oublier, le vieillissement du corps. Là, on parle de la ménopause, vieillissement, arrêt ovarien, mais on a aussi le reste du corps qui vieillit. Et donc, c'est la conjugaison des deux qui est important à prendre en charge. Et le bénéfice, en effet, d'une alimentation qu'on appelle, voilà, auquel on fait attention, c'est aussi du bien vieillir derrière qui est important. Et donc, calcium, vitamine D, moi, je suis hyper fan de ça. Donc, je donne facilement aux patientes leur ampoule de vitamine D à l'approche de l'hiver. Et facilement, je leur dis de faire, dans la mesure du possible, des apports lactés, que ce soit en fromage, en yaourt ou en lait pour celles qui ne sont pas trop gênées par le lait là-dessus. Vraiment, d'avoir ça dans son régime alimentaire, c'est quand même hyper important à côté de ça, quoi. Et puis l'exercice physique. Ouais. Mais je Alors, rebondis du petite coup chose sur, intéressante. Ouais. ouais, je rebondis sur le fait que tu précises que à 40, enfin, autour de 45-50 ans, apparaît la ménopause, enfin, se vit la transition de la ménopause, mais aussi le vieillissement du corps, et que finalement, la meilleure des prises en charge, j'ai l'impression à t'écouter, elle est pluridisciplinaire, quoi. Entre le médecin traitant, le gynécologue, potentiellement un nutritionniste, un rhumatologue, enfin voilà. J'ai l'impression qu'on est aussi sur une approche pluridisciplinaire. Oui, tu as tout à fait raison de le rappeler. Petite chose aussi, que je vois le mot activité physique là-dessus. Ce qui est avec l'activité physique, qui est intéressant aussi, et les patients ne le savent pas toujours, c'est que l'activité physique quotidienne, les 30 minutes de marche, diminue les bouffées de chaleur. Mmh. On parle beaucoup de traitement là à l'instant, on parle beaucoup de THM, mais le fait d'avoir, voilà, au lieu de rentrer en voiture, en transport en commun, je prends la station d'avant et je finis à pied, ça, l'activité physique, ça a été montré, diminue la gêne, l'intensité des bouffées de chaleur, ça peut aider. Ça peut aider aussi pour le sommeil. Une activité physique, quand on peut l'avoir en fin d'après-midi, début de soirée, ça va aider. L'idée dans l'hygiène de vie, n'ayons pas peur du mot aujourd'hui, l'activité physique en fin d'après-midi, début de soirée, va aller jouer là-dessus sur bouffée de chaleur, du coup moins de bouffée de chaleur, donc un meilleur sommeil. OK, très bien. Hem, Est-ce que, avant de passer peut-être à la suite, on peut faire un dernier petit point sur les cancers? Enfin, c'était une question sur les cancers les plus fréquents
qui peuvent survenir après 45 ans et comment améliorer leur dépistage. Comme je vous le disais tout à l'heure, important, c'est de continuer ce qu'on a déjà mis en place, donc le col de l'utérus et la mammographie. Et puis, bah, en France, on a des préventions, on reçoit, à passer 50 ans, on reçoit assez facilement aussi pour la coloscopie, pour le cancer intestinal, le cancer du côlon. Donc, euh, donc, en effet, ça fait partie des choses auxquelles il faut faire attention dans sa globalité. Moi, je pense 45-50 ans, voilà. En effet, encore une fois, à l'instant, ce qu'on on dit un peu tout à l'heure, c'est ce checkpoint pour bien entamer la deuxième partie de vie. Ok, super. C'est plus clair. Alors, merci pour tout ça. Ça me permet d'enchaîner sur la suite. On parlait d'activité physique pour mieux gérer les bouffées de chaleur, mais finalement, elle peut avoir aussi un impact sur le bien-être psychologique, sur la santé mentale. Et on a eu pas mal de questions aussi qui portaient là-dessus, sur comment mieux gérer son anxiété ou les sautes d'humeur qui peuvent être liés aux changements hormonaux au moment de la ménopause, notamment. Oui, alors là-dessus, vaste programme parce que euh, on ne peut pas forcément tout imputer en effet à la transition ménopausique, mais encore une Mm. fois, comme on le disait, c'est un ensemble de choses. 50 ans, aussi, on en parlait tout à l'heure, hein, moi je pense aujourd'hui qu'il faut qu'on intervienne de plus en plus dans le monde du travail là-dessus pour informer les employeurs, pour informer aussi les patientes qu'on est et peut-être adapter ponctuellement le poste de travail. Mais aujourd'hui, sur l'anxiété et saute d'humeur, c'est un grand tout hein, là-dessus. Et en effet, on va être plus sensible, probablement, plus lié là-dessus au moment de la transition ménopausique là-dessus. Alors, comment mieux gérer l'anxiété? Euh, Là encore, limiter. La première chose, c'est limiter un peu tout ce qui était tonifiant, hein, le café, là-dessus, surtout en deuxième partie de. Moi, j'ai beaucoup de patientes qui me disent j'arrête le café ou le thé à partir de 14h et 15h parce que je sais que ça va retentir sur ma fin d'après-midi, ma nuit. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment des choses sur lesquelles les patientes le disent assez facilement. Et elles font le constat elles-mêmes. Hein, je veux dire, il n'y a pas lieu de prescrire là-dessus. Ça fait partie des petits moyens déjà simples. L'exercice physique, on vient d'en parler. C'est quelque chose, en effet, moi je répète assez facilement là-dessus aux patients de ne pas hésiter vraiment à se faire un petit programme ou même de faire, voilà, de réinstaurer la marche à pied. Euh, sur les sautes d'humeur, on va pas forcément, ou la dépression, on va pas forcément le médicaliser. Je pense qu'aujourd'hui, là encore une fois, le fait d'en parler, il n'y a pas de tabou là-dessus. On le sait, oui, tout comme on a aussi cette baisse hein, de régime en postpartum après l'accouchement avec vers J3, J5, hein, qui est cette carence aussi hormonale du fait de l'après-l'accouchement. On le retrouve au moment de la ménopause, hein, d'aller, alors des fois c'est juste mais d'aller jusqu'à la dépression, oui, ça peut arriver chez certaines patientes. Soutien psychologique, la psychologue, moment d'écoute. Euh, Si on peut aussi, à l'échelle familiale, ça peut être des moments aussi où demander une plus grande attention au niveau de ses proches, d'aménager des temps de parole et d'échange sur le sujet, parce que bah oui, il y a ces sauts, il peut y avoir ces sautes d'humeur et d'anxiété à ce moment-là, au moment de la ménopause, parce qu'il y a plein de choses aussi. Hein, il y a aussi à l'échelle 50 ans, on peut avoir aussi à côté les enfants dont on s'inquiète aussi, mise en situation professionnelle et tout ça. Et donc, il y a plein de choses qui interagissent. Et le fait, des fois, moi, ce que je dis aux patients, des fois aussi, le fait d'en parler ou de le mettre par écrit, ça permet voilà, d'échanger sur le sujet et le fait de le verbaliser, ça assouplit les choses, quoi. Mm. Vraiment, voilà. Ok. Ouais, donc vraiment, en fait, toutes ces problématiques de santé mentale peuvent être, peuvent être gérées avec des pratiques physiques ou une meilleure alimentation, enfin en tout cas des règles d'hygiène de vie, enfin des habitudes d'hygiène de vie à modifier un petit peu au quotidien, quoi. Tout à fait. Et puis le sommeil, moi j'y crois Mm. beaucoup. Quand on améliore le sommeil,
on améliore l'anxiété, les sautes d'humeur, la dépression, on améliore tout ça. Donc un gros travail aujourd'hui. Vraiment, je pense qu'on a du retard là-dessus, nous les soignants, là-dessus, parce qu'on n'a pas, des fois, c'est difficile parce qu'il faut le quantifier en fait, hein, là-dessus. Et la prise en charge du sommeil à cette période-là, 45-50 ans, peut vraiment beaucoup aider sur l'ensemble des autres symptômes. OK. Bah, d'ailleurs, on a une question, qui qui portait là-dessus, sur comment améliorer le sommeil. Bon, tu as déjà un petit peu, évoqué des pistes de solutions. Ouais, la thérapie comportementale, ça marche pas mal. Les collègues qui font du sommeil, qui sont, je pense au professeur Pierre-Alexis Geoffroy à Bichat, qui bosse beaucoup, qui est médecin psychiatre à la base, mais qui bosse aussi pas mal sur le sommeil. Euh, le fait de, non pas forcément de médicaliser, attention de rajouter un traitement, c'est un peu même trop facile aujourd'hui, mais associer d'autres choses aujourd'hui, je me prépare à avoir un bon sommeil. Je lutte contre donc le café, je diminue ma condition de café, de thé dans l'après-midi. Je fais attention aussi aux écrans. Hein, on en parle beaucoup pour les jeunes en ce moment, mais on est très très écran, information. On prépare en fait, on se prépare à dormir et tout ça, comme le maître mot, c'est se préparer. Et Mmh. aujourd'hui, si on ne s'aménage pas ce temps-là, c'est sûr que ça peut gêner sur le sommeil. Et puis après, alors j'avais une question aussi sur le sommeil, les bouffées de chaleur, j'aime beaucoup. Alors l'info intéressante dont parlait Lydia Marié-Semama, c'est qu'on va avoir des nouveaux traitements qui vont sur les bouffées de chaleur, qui vont directement interagir sur au niveau central, au niveau neurologique, des traitements qui vont vraiment bien traiter les bouffées de chaleur qui arrivent sur le marché. En complément, demande Isabelle, qu'est-ce qu'on peut en complément? Ben, aussi hygiène de vie, bien sûr, mais phytoestrogènes à base de soja, petite dose, hein, mais en parapharmacie, on peut trouver ce genre de choses en effet. OK, très bien, merci. Bon, on a déjà en partie répondu, aux dernières questions qu'on avait reçues, qui portaient vraiment autour de l'activité physique et de la nutrition, avec des questions sur les types d'activités, en fait, qu'on peut recommander pour maintenir sa santé, à partir de 45 ans. Est-ce que tu as des recommandations, toi, très rapides à nous faire, sachant que pareil, ce sera l'objet d'une conférence, enfin d'une rencontre, d'ici l'été 2025? Oui, alors il y a deux choses hein, qui vont se mettre en place là aujourd'hui. Donc déjà aujourd'hui, en effet, on en parlait, j'en parlais avec des collègues kinés, par exemple, sur l'activité physique. Donc il y a l'activité physique qu'on peut faire, je vous dirais, homme comme femme à partir de la cinquantaine, qui est cet exercice de marche, réinstaurer en fait hein, l'exercice physique quotidien. Pour celles qui peuvent se le permettre, le sport en salle, il y a des programmes aujourd'hui, il y a des coachs hein, là-dessus. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, là, j'ai une collègue kiné toujours qui me discutait, alors c'est plus au moment de la ménopause installée, c'est des programmes de raffermissement au niveau musculaire et osseux par certains kinés qui commencent à mettre en place ce genre de programme et de prévention des chutes. Parce que aujourd'hui, avec des fois l'ostéoporose et tout ça, et tout l'état, une, une, dans le chat, il y avait aussi sur le brouillard visuel. Aujourd'hui, le côté un peu trouble qui peut entraîner une chute, ça peut être difficile, dangereux même. Hein. Ça peut être compliqué sur un col du fémur, sur un poignet, sur d'autres choses. Et donc aujourd'hui, je crois beaucoup sur certains programmes qui vont être instaurés par certains kinés sur la prévention des chutes, en plus du maintien tonicité musculaire et ostéo-articulaire. OK. Quand tu parles de prévention des chutes, c'est-à-dire? Prévention des chutes, bah, en fait, c'est de jouer sur les plans, les tilts, enfin les plans un peu mobiles. Tout ça, c'est vraiment une spécialité qui est en train de s'installer, qui nous vient un peu aussi des pays anglo-saxons là-dessus, sur la prévention, bah, sur la marche, le déroulé de la marche, sur l'attention autour, en effet, tout un tas de programmes en fait par les kinés sur le sujet. Voilà. OK, très bien.
On peut rapidement peut-être aussi aborder les recommandations alimentaires, avec des nutriments ou des familles d'aliments, à privilégier ou à limiter, heu, à partir de de 45 ans ou en tout cas pendant la traversée de la ménopause. On avait une question aussi de Carole, dans le chat qui demandait, quelle quantité de soja, en tout cas, il y avait aussi des questions sur le fait que, est-ce que le soja est finalement recommandé parce que, il contient des phytoestrogènes? Avant que tu répondes Pierre-François, j'en profite également aussi sur ce sujet pour vous rediriger vers la conférence qui est très complète, sur ce sujet de l'alimentation et la nutritionniste Géraldine Galland y avait, en partie répondu. Oui, tout à fait. Alors, sur les priorités alimentaires, il y a deux choses, hein. Il y a ce que tu disais, en effet, des nutriments à privilégier. Et en effet, aujourd'hui, le calcium, vitamine D, c'est l'axe là-dessus. Euh, Après, sur la transition alimentaire aussi et digestion, bien sûr, tout ce qui est fruits et légumes est important, hein. Les grands messages qu'on a euh, sont valables chez l'adulte, hein, les 5 fruits et légumes par jour, qui viennent à aider aussi au niveau aussi digestion, transit. Tout ça, c'est tout à fait valable là-dessus. Parce que comme je vous disais à l'instant, il y a le moment périménopause, ménopause, mais aussi le vieillissement de l'ensemble du corps. Et il est important, cette hygiène alimentaire, elle bénéficie à l'association des deux, hein. Donc, voilà, ça c'est la première chose. Limiter quoi? De toute façon, bien sûr, hein, c'est comme toujours, hein, c'est tout ce qui est alimentation transformée, puisque aujourd'hui, il y a pas mal d'excipients et de choses particulières. Les graisses saturées, bien sûr, graisses saturées très pourvoyeuses au niveau cardiovasculaire. Une quantité éventuellement d'apport iodé poisson par semaine est plutôt le bienvenu aussi là-dessus. Et puis, on oublie, mais au niveau alimentaire, les fruits secs participent pas mal sur tout ce qui est certains types d'acides gras, certaines vitamines qui sont tout à fait utiles. Donc, si on peut reprendre goût à des amandes non salées, attention au régime sodique aussi, attention aussi au trop salé, hein, surtout s'il y a une petite tendance cardiovasculaire au niveau familial ou pour la patiente. Attention à tout ce qui peut être trop salé, voilà, et limiter ce genre d'alimentation. Prendre un temps, alors on oublie de le dire aussi, mais c'est prendre un temps aussi pour s'alimenter. L'alimentation rapide, en quelques minutes, parce qu'il faut manger entre deux dossiers ou au moment où sur le lieu de travail, euh, c'est quelque chose qui est important, c'est vraiment d'aménager un temps pour s'alimenter aussi, matin, midi, soir, trois temps importants et avec en effet de diversification. OK, très bien, merci. On va arriver à la fin de notre tour de questions. Donc je vais, en tout cas, essayer de regarder dans le chat si on n'a rien oublié. Il y avait Albou qui nous disait qu'elle connaissait, la prévention des chutes chez les seniors, mais qu'elle ne pensait pas que dès 45 ans, pardon, on pouvait bénéficier de ce type d'accompagnement. Donc à vérifier Oui, si, effectivement, si, voilà. c'est hyper important parce que moi j'ai eu quelques patientes par exemple qui me disent avoir des vertiges, alors ça peut arriver au moment de la ménopause ou de la périménopause. Il faut bien sûr éliminer d'autres causes, les causes au niveau de l'oreille interne et tout ça. Et il y a des programmes de prévention des chutes. Et moi, je les oriente facilement, les patientes en Île-de-France, vers certains collègues kinés qui mettent ça en place. Parce que aujourd'hui, qui dit chute dit après peu de risque de fracture. Qui dit risque de fracture il dit risque d'immobilisation, hein, de moindre. Et donc, on rentre dans une certaine spirale qui peut être un peu compliquée. Et donc, la prévention des chutes, d'autant plus, bien sûr, à partir de 50 ans, mais on peut, pour les dames qui sont sensibles là-dessus, sur des vertiges et tout, ne pas hésiter à en parler et pour trouver la meilleure orientation possible. Merci pour les précisions. Il y avait Véronique qui demandait aussi comment gérer les douleurs d'épaule et de genoux et le sport. Ah, Donc comment grosse. combiner, ouais. Ouais. Alors, grosse demande là-dessus, grosse demande sur euh, j'en parlais avec une rhumatologue récemment. Euh, sur le genou, on peut avoir de l'arthrose
déjà, hein, ça peut être aussi quelque chose qui s'installe à côté pour tout un tas de raisons. Mais une des causes, en effet, qui s'installe, ça peut être aussi les problèmes de calcification qui viennent à migrer aussi. Et donc, je crois que le meilleur moyen, c'est que le médecin traitant oriente vers le rhumatologue qui sera le plus à même de faire une imagerie et de répondre au mieux là-dessus parce que on a différents types d'arthrose, différents types, et sur ces douleurs qui peuvent vraiment impacter le quotidien et au niveau du travail, il ne faut pas hésiter à consulter pour faire la bonne imagerie, pour voir le traitement. Les traitements, c'est très large. Hein, ça peut être d'abord l'exercice, hein, on en revient tout à l'heure, des trucs simples, exercice physique, la natation par exemple, ou d'autres choses. Mais des fois, sur les douleurs très importantes, on peut aller jusqu'à des infiltrations de corticoïdes, hein, de traitements Mmh. anti-inflammatoires au niveau local. OK. Donc une consultation avec un rhumatologue pour aller plus loin. Oui, ou un médecin du sport, ça marche Un pas mal médecin du aussi. sport. OK, Mm. très bien. Alors avant de partir, il y a Françoise qui nous a laissé pas mal de petites recommandations, donc je vous invite à y jeter un coup d'œil, dans le chat. C'est gentil, merci. Et puis il y a aussi Laurence qui nous demandait comment limiter la prise de poids, l'effet gonflement, même si on a une très bonne hygiène de vie et alimentation, très peu de sel, très peu de sucre, très peu de gras, pas de grignotage, pas de produits transformés. C'est ce qu'on disait à l'instant, hein, c'est-à-dire Mmh. que il y a le distinguo du vieillissement, hein, tout simplement de l'âge, et puis de la ménopause par-dessus. Sur la prise de poids, on constate, toute proportion gardée, un petit peu aussi chez l'homme, le périmètre abdominal. Euh, c'est quelque chose sur lequel la réponse elle est plurifactorielle. Là, Françoise a non, c'est Laurence C'est qui a Laurence, tout à ouais. fait raison de le rappeler. Ouais, ouais. Limiter la prise de poids, c'est bah oui, c'est des programmes, hein, c'est de l'accompagnement diététique hein, essentiellement, fait voilà de lutte contre le grignotage et pas de produits transformés. Ça, c'est vraiment les choses sur lesquelles Laurence est vraiment sur la bonne voie là-dessus. Et c'est en effet quelque chose où c'est très dur de lutter parce qu'on pense bien faire et en effet, il faut continuer sur le sujet, quoi. Vraiment là-dessus, c'est, on n'a pas de médicament miracle pour l'instant. Un truc important, on parle de recherche un petit peu avant, en effet, là-dessus, c'est le bénéfice ou pas du THM sur ce genre de choses. C'est compliqué à évaluer au jour d'aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs THM et même entre d'un pays à l'autre, moi je ne cesse de le dire, aujourd'hui c'est ce qu'on a constaté avec les traitements hormonaux. Les traitements hormonaux qu'on utilise aux États-Unis ne sont pas forcément les traitements hormonaux qu'on va utiliser en Europe ou en France. Et donc et puis on a aussi des différences de population. L'indice de masse corporelle, hein, le BMI ou l'IMC, n'est pas du tout le même en Europe et aux États-Unis. Donc, sur la prise de poids, on est vraiment très, très disparate et le vécu ménopause est très différent d'un pays à l'autre. Mmh. Donc en conclusion, voilà, c'était un petit message, qui vient résumer finalement un peu ce dont on a parlé, ensemble ce soir sur Oui, tout à la fait. Là, nécessité d'une approche globale et ouais, je te laisse réagir moi, pour François. ouais, je pense vraiment au côté médecine personnalisée, individualisée. Pour ça, on a besoin de probablement de plusieurs consultations, d'un suivi sur le moyen long terme. Et le plus dur, en effet, qu'expriment les patientes aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir un collègue, une sage-femme, un médecin généraliste ou gynéco qui puisse l'avoir de façon ponctuelle pour instaurer le traitement, le surveiller, vérifier si on peut le continuer ou si malheureusement il faut l'arrêter. Et c'est vraiment ça qui est important. Après, à côté de ça, il y a pas mal de choses, surtout la prévention, qui peuvent être prises en charge sans le soignant. En particulier, on parle hein, de tout à l'heure de les épisodes de vie sur l'alimentaire, sur l'exercice physique, sur la vitamine D. Ça, c'est des choses sur lesquelles on peut prendre assez facilement de son côté. Très bien. Bien, si on n'a pas d'autres questions, je vais quand même en profiter pour très rapidement lister les petites recommandations de Françoise, parce que je trouve ça chouette et que les personnes qui nous regarderont en replay ne pourront pas y accéder. Donc Françoise proposait pour éveiller les consciences et lever les tabous, si vous êtes en région, reprise en février jusqu'à avril, un festival
qui s'appelle La ménopause fait son cinéma. Si vous êtes à Paris jusqu'à juin, un spectacle sur la ménopause au théâtre du Grand Point Virgule. Si vous êtes dans le domaine de la recherche, elle parlait d'une date limite de dépôt de dossier le 31 janvier pour l'Institut Danone avec la Fondation pour la recherche médicale, qui soutient la santé des femmes de 45 à 65 ans. Et puis, au niveau politique, elle parlait de la mission parlementaire sur la ménopause qui est en cours. Et un très beau documentaire aussi sur Arte, qui s'appelait Ménopause, au pluriel. Voilà. Merci beaucoup pour toutes vos questions et puis pour ton intervention, Pierre-François. Moi, j'en profite pour vous annoncer un petit peu les prochaines thématiques de nos rencontres d'ici le mois de juin. Alors, on n'a pas encore les dates exactes, mais bien sûr, on vous les communiquera très prochainement dans nos newsletters. Donc, on aura une rencontre, comme on l'a souligné tout à l'heure, autour du sommeil pour avoir des conseils d'une médecin du sommeil sur comment gérer la fatigue et avoir des astuces aussi pour retrouver des nuits paisibles et plus reposantes. On abordera aussi le sujet de la santé osseuse et de la prévention des risques d'ostéoporose. Et puis, on en a parlé aussi aujourd'hui, on l'a survolé ensemble, la santé cardiovasculaire pour prévenir les risques et avoir un cœur en bonne santé. On est aussi, j'en profite, très heureux de vous annoncer en avant-première qu'on va lancer très très prochainement. Pareil, j'ai pas de date à vous donner, mais ce sera très très prochainement dans votre boîte mail un tout nouveau test ménopause que vous pourrez effectuer en ligne pour faire le point sur vos symptômes. Donc, ce sera un point avec une série de questions qui va vous permettre d'évaluer le niveau de vos symptômes en fonction de vos symptômes vasomoteurs, de vos symptômes physiques, psychologiques, urogénitaux et sexuels, les impacts sur votre qualité de vie, et en fonction de faire un point en fait sur votre transition ménopause et de bénéficier de conseils personnalisés en fonction de votre situation et des symptômes que vous ressentez. Voilà, donc on a mis en place ce test avec Pierre-François notamment, et puis avec toute l'équipe du Ménopause Club. Donc on sera très heureux de vous le Peut-être partager. dire juste, Manon. Ouais, dis-moi. Ouais, peut-être dire que ce test, il est pour vous, pour les patients, c'est-à-dire qu'il Oui, permet surtout, parce que le plus dur de parler de ménopause avec son soignant, hein, je le vois avec les années, c'est de trouver les bons mots au bon moment. Et donc de remplir ce genre de test, ça permet après de le partager avec son soignant, son médecin traitant, son gynéco, sa sage-femme, et de pouvoir mettre des mots sur ses symptômes. Ça permet déjà de se faire un petit programme où est-ce qu'on veut aller, jusqu'où on peut aller et quel traitement apporter. Donc vraiment, ce test, on l'a rédigé avec Manon et avec son équipe. Vraiment, à votre intention, on a repris des tests de ménopause, il y en a une soixantaine dans le monde. On a pris les principales questions et pour pouvoir que les patientes puissent vraiment aborder tout ce qu'elles ressentent, mais de façon simple, avec la terminologie qui va bien, pour pouvoir en discuter sans tabou. Voilà, c'était l'idée exactement. de ce test. Et puis d'être suivi après, c'est-à-dire qu'aussi ce test, on peut le refaire à un an et de voir comment on va. Donc c'est ça aussi l'idée, c'est d'avoir quelque chose de support qui peut être papier, qui peut être digital, mais qui permet en tout cas de vous accompagner parce qu'on a aussi, moi j'ai pas mal de patients qui me disent ce vécu de solitude au moment de cette arrivée-là. Non, vous pouvez en parler entre vous et en tout cas, ce genre de test, il est vraiment fait pour ça. Exactement. Voilà, on a hâte de vous le partager très bientôt. Merci en tout cas pour vos retours. J'ai l'impression qu'il y a des commentaires satisfaits dans le chat. Donc merci à vous. C'est pour vous qu'on organise ces rencontres. Donc c'est d'autant plus satisfaisant de voir qu'elles répondent à vos questions. On vous donne rendez-vous donc pour les prochaines rencontres. Et puis n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné au Ménopause Club, à nous rejoindre. Comme ça, vous pourrez avoir accès à toutes nos actus, aussi bien par mail que sur les réseaux sociaux. Voilà. Et je vais clôturer la rencontre maintenant.